Bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On est ensemble aujourd'hui pour parler de méthodologie agile. Euh, j'ai la chance d'être accompagnée par Nelly Di Folco, qui est chef de projet chez Admio avec moi et qui est certifiée Scrum. Et avec moi, il y aura Anaïs Mussard, qui est directrice de projet chez Adimeo. Euh, donc, un petit mot pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Chez Admio, on vous accompagne au quotidien pour faire du digital le levier de votre développement. On est une agence, un groupe de transformation digitale et on accompagne nos clients pour la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles organisations, de nouveaux process, de nouveaux dialogues avec nos utilisateurs et consommateurs. Et on crée des expériences digitales uniques, remarquables et performantes. Au quotidien, on a pour raison d'être, pour fil rouge, innover, accompagner, transformer pour bâtir ensemble un futur numérique durable, équitable et inclusif en y plaçant l'humain au cœur. On vous accompagne sur 4 secteurs, 4 expertises, le conseil et la stratégie, le design et l'innovation, la production technique et le marketing et CRM. Et aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est de vous permettre de choisir avec quelle méthodologie travailler en fonction des spécificités de votre projet. Et un questionnaire de satisfaction sera envoyé à la fin du webinaire. Il a pour objectif de nous permettre d'améliorer les prochains webinaires, donc on serait ravis si vous le complétiez. Au programme aujourd'hui, 5 grandes parties. Qu'est-ce que la méthode agile? Un petit point sur méthode agile versus méthode classique. Pour quel projet web l'agilité est-elle adaptée? Comment fonctionne un projet agile en pratique? Et les freins et clés de succès de l'agilité. Et on vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire et on répondra aux questions à la fin. On commence Qu'est-ce du que coup la par, méthode agile? Vas-y. voilà, qu'est-ce que la méthode agile? Donc la méthode agile, elle est, de façon générale, elle est définie notamment dans le manifeste agile de 2001. Et ce manifeste, il a exprimé 4 grandes valeurs. La première valeur, c'est les individus et les interactions plus que les processus et les outils, c'est-à-dire favoriser la collaboration humaine et la communication. La deuxième valeur, c'est le fait d'avoir des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive pour pouvoir avoir un produit fonctionnel à forte valeur ajoutée pour vos clients ou votre marché. La troisième valeur, c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, c'est-à-dire que on va tisser un véritable partenariat actif tout au long du projet, pas seulement au début ou à la fin. Et la dernière valeur, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan, où la méthode agile va vraiment mettre au cœur la flexibilité et la capacité à s'adapter face aux imprévus ou aux évolutions du marché. Ces valeurs, elles se déclinent en grands principes, du coup, agiles, qu'on vous a présentés ici sous un nuage de mots. On va peut-être pas toutes les voir en détail, parce que vous pouvez aller voir après le manifeste agile si vous voulez plus d'informations, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que la satisfaction client, c'est une priorité. C'est-à-dire qu'on va essayer de livrer de la valeur pour le client, pour qu'il ait des fonctionnalités qui ont de l'importance pour lui. Le deuxième grand point, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la collaboration et la communication, avec un travail quotidien ensemble entre les utilisateurs, les développeurs, toutes les parties prenantes qu'il va y avoir sur un projet. Le troisième point, c'est l'excellence et l'amélioration continue. L'idée, c'est d'avoir un rythme soutenable qui permet de livrer des fonctionnalités avec un maximum d'avancement
sur le projet. Donc c'est avoir des feedbacks, d'avoir une bonne communication entre nous pour pouvoir améliorer tout le processus. Et le dernier, c'est l'organisation et l'adaptation, où on va réfléchir aux moyens les plus efficaces d'avancer ensemble. On va prendre quelques petits exemples concrets dans la méthode agile. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille en méthode agile et qu'est-ce qu'on évite? Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va livrer régulièrement des incréments fonctionnels. Par exemple, sur un projet pour une application métier sur lequel j'ai travaillé pour un cabinet d'experts comptables. L'idée, c'était de livrer des petites fonctionnalités pour que ça soit vite opérationnel, parce que les experts comptables, ils en avaient besoin rapidement. Et donc, petit à petit, on rajoutait une fonctionnalité, ce qui permettait, semaine après semaine, d'améliorer leur travail sans attendre des mois avant qu'ils aient le logiciel complet. Demander ce qu'on a appris plutôt que pourquoi on a échoué. Ça, c'est toujours l'idée du feedback et de l'amélioration continue. Montrer le travail en cours, même s'il n'est pas parfait, parce que je reprends mon exemple d'application métier pour le cabinet d'experts comptables. Eux, ils ont une façon de travailler que nous, on ne connaît pas forcément. Et donc, eux, ils vont pouvoir alimenter notre travail et nous faire des retours rapides qu'on pourra rapidement corriger pour avoir un produit qui va avoir une vraie valeur pour eux. Se demander comment on peut résoudre ça ensemble. Et mesurer les progrès par la valeur livrée et pas forcément par les heures passées, avec toujours cet objectif où le produit est à destination des clients et des utilisateurs finaux. Et l'objectif, c'est de les satisfaire et qu'ils aient quelque chose qu'ils utilisent. Ce qu'on va éviter, c'est attendre d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Voilà, ce que je disais, si je continue mon exemple, c'est qu'on va pas attendre de comprendre tout le processus métier et tous les cas particuliers, parce que dans le cas d'un cabinet comptable, il y a toujours une petite règle qui doit s'ajouter, et donc d'avoir vraiment toutes ces règles de façon exhaustive. On va commencer par mettre en place une première règle de gestion, qui est la plus courante. On va identifier quelques cas particuliers et au fil des semaines, on a ajouté les cas particuliers qui s'ajoutaient. D'ailleurs, dans le cas d'un cabinet comptable, il y a des règles qui changent assez régulièrement, avec un marché qui évolue et une législation qui évolue. Et donc, du coup, on n'a pas attendu, on s'adapte à cette évolution du marché. Cacher les problèmes jusqu'à qu'ils deviennent critiques. Respecter le plan coûte que coûte, même s'il n'est plus pertinent. Voilà, une législation qui évolue. On ne va pas finir de développer tout un fonctionnement pour le cabinet comptable. On va faire évoluer notre code et le produit qu'on va livrer par rapport à cette nouvelle législation. Pointer du doigt les responsables en cas d'échec et travailler en silo sans communiquer. Là, dans l'exemple que j'ai donné, vraiment la clé, c'était de s'appuyer sur les utilisateurs finaux qui allaient être les experts comptables et d'avoir vraiment une communication avec eux pour s'adapter à leurs besoins. Il existe plusieurs méthodes agiles. La plus connue, qui est le plus utilisée dans le développement web ou logiciel, c'est la méthode Scrum, qui se caractérise par des rôles, des événements qu'on détaillera un petit peu plus après. Ça, c'est idéal pour les projets complexes de refonte de sites. Elle permet de faire un focus sur les livraisons d'incréments de produits fonctionnels régulières toutes les 1 à 4 semaines. Il y a aussi la méthode Kanban. La différence avec la méthode Scrum, c'est que la méthode Kanban, c'est une livraison vraiment continue. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notion de sprint, de livraison. Il y a vraiment une
une tâche est finalisée, on va la livrer. Et ça, c'est idéal pour tout ce qui est support et maintenance, notamment correction de bugs. Il y en a encore d'autres comme l'extreme programming où celle-ci, elle se caractérise surtout pour faire un focus sur l'ingénierie logicielle avec une forte emphase sur la qualité du code, notamment avec du pair programming sur les fonctionnalités qui s'est développées. Là, j'en ai cité 3, mais il y en a plusieurs. Il y en a même qui mixent. Par exemple, des fois, il y a des mix entre Scrum et Kanban, le Scrum Ban. Il y en a d'autres qui s'inspirent par exemple, le Spotify Model. Donc, ça s'inspire de la méthode agile qui est mise en place chez Spotify. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Anaïs sur voilà, méthode agile, méthode classique, une comparaison des deux. Des deux, exactement. Du coup, par rapport à la méthode agile, on a une liste d'avantages, une liste d'inconvénients que je vais vous détailler. En avantage, on a noté la flexibilité parce que l'agilité permet de s'adapter de façon continue aux besoins. On a la création de valeur parce qu'on a des livraisons qui sont rapides, qui sont régulières. On peut avoir un retour sur investissement rapide dès les premiers sprints. On a des risques qui sont maîtrisés parce qu'on va rapidement détecter les problèmes et ça permet une visibilité. Enfin, la méthodologie permet une visibilité permanente de ce qu'on livre. On a une qualité qui est continue avec des tests intégrés lors de chaque livraison. On a des équipes qui sont motivées parce qu'elles peuvent travailler de façon autonome et qu'elles sont responsabilisées. Et on a une satisfaction client qui est bonne parce qu'on a une implication et un feedback régulier. Par rapport aux inconvénients, la prédictibilité est limitée parce qu'on a un budget et un périmètre final qui sont incertains. On a besoin d'une forte disponibilité client. Donc, on a un product owner qui est requis très régulièrement et on parlera du rôle de product owner plus en détail tout à l'heure. Ça implique un changement culturel parce que c'est une façon de travailler qui n'est pas standard. La documentation peut être légère, ce qui peut poser un problème pour la maintenance, mais après, on peut quand même documenter en agilité. C'est pas simple au forfait. C'est un mode contractuel qui est adapté, mais on peut le faire en troquant une fonctionnalité contre une autre. Enfin, il y a des solutions. C'est pas le mode de fonctionnement le plus classique au forfait, l'agilité. Et ça nécessite une bonne maturité. Il faut de la discipline et de la rigueur dans l'équipe. Ensuite, on a notre schéma du cycle en V, donc la méthode classique, en 9 branches principales. On va avoir notre branche descendante et notre branche ascendante. Notre branche descendante, elle est composée de plusieurs phases. On a une phase d'analyse des besoins qui va permettre de comprendre les besoins métiers et utilisateurs. En général, en livrable, on obtient un cahier des charges fonctionnel et ça dure de 2 à 4 semaines. On a ensuite une phase de spécification qui permet de définir ce que le système doit faire exactement avec des spécifications détaillées et des maquettes en livrable. Et ça dure en général de 4 à 8 semaines. Ensuite, on a une conception générale, donc tout ce qui est architecture. L'objectif, c'est de définir comment techniquement l'outil va fonctionner. Et ça peut durer de 3 à 6 semaines. La conception détaillée, où on structure vraiment composants, modules en détail, et on a des spécifications techniques détaillées, ça dure de 2 à 4 semaines. Et ensuite, on a une grosse phase de réalisation. C'est la phase qui est la plus longue. Ça dure de 40 à 60% du temps total. L'objectif, c'est d'écrire le code selon les spécifications, et ça peut durer à peu près 20 semaines pour un projet moyen. Et ensuite, on a notre branche ascendante avec les tests unitaires qui correspondent un peu à la phase de conception détaillée. Donc, on va tester chaque module individuellement, donc tous les modules qui auront été détaillés pendant la phase de conception. Ça dure de 1 à 2 semaines. On a les tests d'intégration ensuite, où on va tester l'assemblage des modules et des interactions.
Hem, on a des tests de performance, de sécurité, de compatibilité. On va, faire remonter l'équipe qualité sur cette, étape qui dure de 2 à 4 semaines. On a ensuite une étape de validation de recettes techniques qui permet de valider que tout fonctionne selon le cahier des charges, écrit en phase de spécification. Le responsable qualité est impliqué, l'équipe qualité est impliquée avec, le client. Ça dure en général de 2 à 3 semaines. Et puis la recette utilisateur, qui permet de vérifier l'adéquation avec les besoins métiers réels. Une recette par les utilisateurs finaux, donc c'est le client et les utilisateurs qui testent, pendant 1 à 2 semaines. Hem, voilà les 2 méthodes. Donc sur la méthode classique, les avantages et les inconvénients. Donc en avantage, on va retrouver la prédictibilité parce qu'on va avoir un budget et des délais connus à l'avance. On a une documentation exhaustive, comme on l'a vu sur la slide suivante, on a, plusieurs étapes de documentation, donc ça permet d'avoir une traçabilité complète. C'est une méthode qui est, adaptée aux appels d'offres, parce qu'on a un cahier des charges détaillé. On a une gouvernance qui est claire, avec des jalons de validation qui sont formels et on va avoir moins besoin du client. Parce qu'une fois qu'il a écrit son cahier des charges et qu'il a validé les specs, en général, on le laisse tranquille. Par contre, en inconvénient, on a quand même de la rigidité parce que, une fois qu'on a validé les specs, qu'on est dans un cadre de forfait, c'est difficile, de faire des changements et c'est coûteux. Peut y avoir des effets tunnels parce qu'une fois qu'on est dans la phase de développement, on n'a quasiment pas de visibilité pour le client pendant 20 semaines. Il y a un risque de décalage, avec, parfois, des fonctionnalités qui sont spécifiées, et des technos qui évoluent entre le moment où la fonctionnalité est spécifiée et le moment où elle est livrée. Il y a une découverte potentielle tardive des problèmes, hem, parce qu'on les découvre à la toute fin du projet au lieu de découvrir sprint par sprint, heu, avec des coûts qui peuvent être importants. Peut y avoir du gaspillage parce qu'on peut, spécifier et développer des fonctionnalités qui seront finalement pas utilisées et il y a du stress souvent en fin de projet parce que c'est le moment où tout le monde recette, tout le monde découvre le résultat final et c'est là où il y a le plus de travail, côté client en fin de projet, donc on concentre un peu les risques en fin de projet. On a donc 2 philosophies, opposées, avec la méthode classique qui s'appelle aussi cycle en V, où il faut, planifier tout en détail puis exécuter le plan sans dévier. Et la méthode agile où, c'est démarrer avec une vision et après s'adapter en permanence à la réalité. On a fait un petit, tableau récapitulatif avec, 8 critères voilà, qu'on a choisi avec Anaïs pour comparer, ces 2 méthodes. Le premier critère, c'est le cadrage et le périmètre. En cycle en V, on va avoir un cahier des charges exhaustif et un périmètre fixe. Et en méthode agile, c'est une vision du produit qu'on aura, qui va évoluer. On aura bien sûr un backlog priorisé, mais le périmètre peut varier. Par rapport aux spécifications, en cycle en V, elles vont être intégralement détaillées avant le développement. Et en agile, elles seront affinées progressivement, tout au long du projet. Par rapport à la livraison, on en a une seule en fin de projet. Et en agile, c'est des livraisons incrémentales à chaque sprint ou à chaque, lot. Pour la documentation, en cycle en V, elle est exhaustive avant le développement. Et en agile, c'est la documentation juste nécessaire au fil de l'eau. Elle est complétée tout au long du développement. Quand le budget et les délais, ils sont fixés dès le départ, en cycle en V. Et et en agile, c'est estimé et ajustable. En cycle en V, les risques sont découverts tardivement et on a un sujet, effet tunnel, comme j'en parlais. Et en agile, c'est
un des avantages aussi dont on parlait, on a plutôt une détection rapide parce qu'on a une bonne communication entre toutes les parties prenantes et on a surtout des démos toutes les 2-4 semaines qui permettent d'avoir un état d'avancement du projet. L'implication du client en cycle en V, elle va être ponctuelle, surtout en début et fin de projet, en phase de spécification et en phase de recette. Et en cycle agile, elle est continue tout au long du projet. Et vis-à-vis de la gestion du changement, en cycle en V, il y a une flexibilité qui est faible et le changement peut entraîner des coûts et des délais supplémentaires. Et en agile, il y a une flexibilité élevée et du coup qui peut être intégrée naturellement au fur et à mesure des développements. Maintenant qu'on a vu un petit peu faire un petit peu les avantages et les inconvénients de ces 2 méthodes, on va continuer avec, pour quel projet web l'agilité est-elle, adaptée? Et on a une liste d'idées reçues qu'on peut déconstruire ensemble. La première, l'agile, c'est sans documentation. Alors, en réalité, on va avoir une documentation, on va pas tout documenter, mais on va avoir une documentation et on va axer cette documentation sur la valeur. Donc on a effectivement des développeurs, hein, qui vont prétexter que la documentation elle est pas utile, surtout si le code, pardon, est bien documenté. Mais le rôle du Scrum Master, ça va être de cibler les besoins de documentation. Et par exemple, quand on développe avec un CMS, je vais demander de documenter tout ce qui sort du standard de ce CMS. Donc on travaille beaucoup avec Drupal et tout ce qui sort du standard Drupal, je vais demander aux développeurs de le documenter et de documenter tout ce qui est, module créé, par les développeurs directement, pour qu'on puisse bien les mettre à jour par la suite en sachant ce qui a été fait. Et puis, documenter aussi par exemple, tout ce qui est, mapping, quand on appelle des données qui viennent de sources de données externes. Enfin, on cible en fait la documentation qui est vraiment pertinente pour pouvoir, maintenir, l'application. Ensuite, 2e, idée reçue, l'agile, c'est plus cher. Alors en réalité, le coût global, est souvent inférieur parce qu'on va développer uniquement les fonctionnalités qui sont utiles, il y aura moins de gaspillage et on peut avoir un retour sur investissement qui est plus rapide. Donc oui, l'agile, c'est plus cher si on a un product owner, qui change d'avis à chaque fois qu'on fait une livraison. Mais, et le coût peut aussi être plus élevé, mais avec un retour sur investissement plus important si, on a pris plus de temps à développer un produit, mais qu'au final, il est mieux, il est plus adapté aux besoins des utilisateurs et du coup, il rapporte plus d'argent. Donc à voir. C'est, pas tout le temps vrai. L'agile, c'est l'anarchie sans plan. Alors, en réalité, on a une planification, mais, c'est une planification adaptative. La planification adaptative, c'est un principe fondamental des méthodes agiles qui va consister à planifier de manière itérative et progressive. C'est-à-dire qu'on va on va ajuster continuellement le plan en fonction des retours d'expérience, des changements de priorité et des nouvelles informations acquises. Donc en fait, plutôt que tout planifier en détail au début du projet, donc avec une approche prédictive, on va planifier de manière glissante et flexible en acceptant que les plans changent. Donc on a un plan, mais on accepte qu'il change. Hem, 4e idée reçue, le classique garantit le respect du budget. Alors c'est pas vrai parce que, 70 des projets classiques dépassent le budget et les délais. C'est, une étude de Standish Group qui nous donne cette stat. Donc en méthode classique aussi, on n'est pas toujours sûr de notre budget et de nos délais. Et dernière idée reçue, on ne peut pas faire d'agile en forfait. Alors, on peut faire du forfait en sprint, on peut définir un MVP. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'acronyme, ça veut dire Minimum Viable Product, donc c'est un petit socle de fonctionnalités, minimales qui permettent de tester, l'outil. Et au forfait, on va pouvoir faire du troc si, on a besoin d'adapter le périmètre. C'est-à-dire que s'il y a une fonctionnalité dont on a besoin qui n'était pas prévue, on peut décider de développer cette fonctionnalité à la place d'une autre fonctionnalité qui était prévue dans le chiffrage
qu'à un temps de développement équivalent et qui n'est pas nécessaire. Et du coup, ça permet d'intégrer un peu d'agilité, en travaillant au forfait. Et je laisse la parole à Nelly pour les critères de pertinence. Nous, on a 3 critères de pertinence qui peuvent être utilisés pour savoir si notre projet est agile ou non, enfin, s'il est préférable de le développer en agile. Le premier, c'est est-ce que le projet a une forte incertitude fonctionnelle? Un exemple, avec Anaïs, on a toutes les 2 travaillé sur, une plateforme de e-commerce dans le milieu du BTP et en termes de fonctionnalités qui est proposée, il y avait des donc c'est une entreprise qui a aussi bien des magasins physiques et du e-commerce et du coup, il pouvait y avoir des fonctionnalités qui dépendaient des propositions et des évolutions de services qu'il y avait dans les magasins et ça, c'était vraiment au début du projet incertain et c'était surtout, très évolutif. Le deuxième critère, c'est l'environnement évolutif et compétitif. Toujours pour reprendre cet exemple de la plateforme e-commerce, on est dans un milieu compétitif, où il faut être, le plus réactif possible, au niveau du BTP. Il faut proposer aux artisans, voilà, des produits disponibles, une expérience, fluide et voilà, ça changeait tout le temps en fonction des pratiques, e-commerce. Et le dernier point, c'est le projet nécessite un feedback régulier. Donc on peut reprendre comme exemple mon exemple de tout à l'heure sur le cabinet d'experts comptables. Là, on avait vraiment besoin de ces retours réguliers des experts comptables pour savoir quelles fonctionnalités développer, quelles règles mettre en place. C'est aussi le cas d'une plateforme e-commerce. L'idée, c'est d'avoir le retour des utilisateurs qui venaient acheter, donc c'était tous des professionnels du bâtiment qui viennent acheter sur cette plateforme et du coup, d'avoir leur feedback pour pouvoir mettre à disposition des fonctionnalités utiles, comme par exemple, le retrait, en moins de 2 heures ou ce genre de choses. On a fait ensuite une sorte de petite liste de bonnes questions à se poser. Donc c'est une liste qui est, voilà, pas forcément exhaustive, mais on peut se dire que plus on répond «oui» à ces questions, plus notre projet est un projet qui mérite d'être développé en méthode agile. Hem, donc en question, par exemple, il y a: les besoins utilisateurs sont-ils incertains ou susceptibles d'évoluer? Le projet dure-t-il plus de 6 mois? Parce que ça, c'est si un projet demande plus de 6 mois de développement, on peut vraiment se poser la question sur le besoin. Est-ce que le besoin final de l'utilisateur, il va pas évoluer pendant ces 6 mois? Et on aura besoin plutôt de l'adapter plutôt que de livrer quelque chose au bout de 6 mois qui ne correspondra pas forcément aux nouveaux besoins des utilisateurs. Le marché secteur évolue-t-il rapidement? Le feedback utilisateur est-il crucial pour le succès? Le client peut-il dédier un product owner au moins 50 de son temps? On verra tout à l'heure que, le product owner, il peut être, chez vous ou aussi, chez nous. On peut avoir, un partage, des tâches pour justement pouvoir avoir quelqu'un de disponible pour, le suivi sans pour autant, vous prendre trop de temps. Le time to market est-il un enjeu critique? Le projet comprend-il, pardon, des incertitudes techniques? Est-ce que vous souhaitez un ROI rapide? Acceptez-vous un périmètre variable? Et l'innovation, la différenciation est-elle importante sur votre secteur de marché? Plus on répond oui, plus l'agilité est fortement recommandée. Et donc si on répond oui, et ben, du coup, notre projet, heu, il est plutôt agile, mais du coup, concrètement, comment ça fonctionne? Et on peut passer Alors déjà, en agilité, on a des rôles. On en a 4 grands rôles. On a le client qui va, valider les fonctionnalités en faisant des tests réguliers, qui va être présent lors des démos à la fin de chaque sprint, qui va contrôler l'avancement, qui va, faire des commentaires sur toutes les fonctionnalités qui sont présentées. On a le product owner, heu, qui peut être, quelqu'un, de l'équipe du client, qui peut aussi être quelqu'un, de l'agence avec laquelle vous travaillez. Ce product owner, il est garant des besoins du client.
Il va être en charge de la définition fonctionnelle du projet, il va écrire toutes les user stories dont on va parler tout à l'heure, il va suivre l'avancement et on parlait du besoin de disponibilité importante de ce product owner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut aussi être relayé par un proxy product owner ou PO proxy. C'est une personne qui représente et qui relaie le product owner auprès de l'équipe de développement. Il agit comme un intermédiaire entre le vrai product owner et l'équipe au quotidien. Et en fonction des contextes, le product owner peut aussi être un interlocuteur client, comme je le disais. Donc, ça permet de décharger un peu le product owner officiel d'avoir un proxy product owner. Et en fonction du contexte, ça peut être un interlocuteur client ou un interlocuteur agence. Voilà. Par rapport à l'équipe de production, son rôle, donc ça va être tous les développeurs de l'équipe, ils sont garants de la réalisation des fonctionnalités. Ils vont s'engager au début de chaque sprint sur le périmètre de sprint, donc sur leurs objectifs à court terme. Et cette équipe, elle est composée de lead développeurs, de DevOps, de tous les membres qui sont nécessaires à l'avancement du sprint. Et on a le Scrum Master qui est garant du respect des méthodes agiles, qui est présent auprès du product owner et de l'équipe, et il est dédié au projet. Comment ça se passe? Donc on vous a mis un petit schéma que vous avez certainement déjà dû voir peut-être, ailleurs. Donc dans notre projet agile, notamment si on travaille en Scrum, on va avoir un backlog produit. L'idée de ce backlog produit, c'est d'avoir toutes nos fonctionnalités qu'on envisage, les grosses fonctionnalités qu'on estime avoir de la valeur pour, nos utilisateurs finaux. On va réaliser des sprints. Donc des sprints, c'est des itérations de 2 à 4 semaines en fonction de l'équipe de développement du projet. Et donc, au début de chaque sprint, on va faire un sprint planning. C'est-à-dire qu'on va prendre les fonctionnalités qu'on estime, que le product owner estime prioritaires, à forte valeur ajoutée, qu'on va détailler, en profondeur et qu'on va développer, pour faire voilà, une recette et après le livrer sur le marché, le mettre à disposition. Et cela toutes les 2 à 4 semaines, et à chaque fois, on peut, modifier du coup les fonctionnalités qu'on souhaite mettre dans le sprint planning ou les adapter parce que à la livraison précédente, on s'est rendu compte que finalement, telle fonctionnalité, ça avait plus d'intérêt de l'ajouter plus rapidement que, ce qu'on avait envisagé. On vous a remis après un petit récapitulatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes dans la méthode Scrum, surtout un peu aussi, en mélange avec l'anglais. Donc, on vous a mis un petit récapitulatif ici. On a donc notre fameux, backlog produit, product backlog. Ça, c'est ici dans notre schéma toutes les fonctionnalités qu'on allait avoir, qu'on envisage. Cette liste, c'est la liste qui peut le plus bouger en fait, et qui permet du coup de s'adapter aux évolutions du marché. On a notre sprint backlog, donc ça c'est vraiment sprint par sprint, toutes les 2-4 semaines, on définit nos fonctionnalités qui sont, les plus intéressantes, à développer. On va avoir donc c'est au tout début, de notre sprint. On a nos sprints, donc c'est nos cycles de travail de voilà, 1 à 4 semaines. Généralement, c'est 2, ça dépend beaucoup, voilà, du projet. Pour donner un exemple sur le projet d'expert comptable que je parlais la dernière fois, c'était plutôt des sprints de 2 semaines parce qu'il fallait que rapidement, si les comptables avaient besoin, on intègre un nouveau cas, une nouvelle règle de gestion, une nouvelle fonctionnalité parce qu'eux, on ne pouvait pas attendre 4 semaines parce que tous les mois, ils ont des échéances et donc du coup, il fallait qu'on soit, réactif. Donc on a préféré des sprints courts pour justement s'adapter, à leurs besoins. Les incréments, c'est les produits fonctionnels qu'on livre à la fin de chaque sprint, qui, comme je l'ai dit, a pour objectif d'avoir une forte valeur ajoutée pour les utilisateurs. Les user stories, on verra un exemple après, c'est une description d'une fonctionnalité qu'on va affiner au moment où on fait le sprint planning. Et le MVP, comme l'a dit Anaïs, c'est le minimum viable product, c'est la version minimale qu'on estime, avec les fonctionnalités estimées minimum pour que le produit soit viable.
Je vous redonne un exemple sur notre site e-commerce, dans le milieu du bâtiment, dans les minimums viables, il y avait le fait que la fonctionnalité de paiement soit mis en place. C'est-à-dire l'idée, c'est de livrer régulièrement, mais on n'allait pas simplement mettre en ligne un catalogue produit sans fonctionnalité de paiement. Il fallait au minimum ces 2 éléments pour permettre à se dire: «Bon, là, on a le minimum qui peut être utilisé pour les utilisateurs et après on leur livrera des fonctionnalités, petit à petit». Et on vous a mis quelques exemples, pour que ça soit un peu plus parlant pour vous, tout ce vocabulaire. Oui, et on propose de faire un petit focus du coup sur le backlog, qui contient du coup toutes les stories, auxquelles, le product owner a déjà pensé. Donc il liste toutes les stories, restant réalisées, qui n'ont pas encore été intégrées, dans un sprint, et c'est dans ce backlog qu'on va créer toutes les nouvelles stories. Et l'idée, c'est que ce backlog, il soit quasiment constamment en cours de repriorisation, que toutes les stories contenues dans le backlog, elles soient estimées, elles soient annotées. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est les organiser par couleur, juste parce qu'on s'y retrouve mieux. Et chaque couleur correspond à un type de fonctionnalité. On va avoir la couleur qui correspond à toutes les fonctionnalités du compte utilisateur, la couleur qui correspond à ce qu'il faut faire sur le menu de navigation. Ça va permettre de ranger un peu et de retrouver et de regrouper du coup les stories d'une même couleur potentiellement dans un même sprint. Et du coup, l'objectif du sprint planning, donc la réunion qu'on a au lancement du sprint, ça va être de sélectionner les stories du backlog, qui seront à développer lors du prochain sprint. Mais on a une petite slide juste après sur les rituels. Et donc une story, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on affine comme idée analyse à chaque, sprint planning. Donc dans cette story, il va y avoir une description, il va y avoir des tests d'acceptance. Qu'est-ce que c'est les tests d'acceptance? C'est tout ce qu'on va regarder et tester au moment où on va, faire la recette de cette story-là. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est de permettre aux développeurs d'avoir accès à ces tests-là. Comme ça, eux-mêmes, avant de nous livrer la fonctionnalité, ils pourront vérifier que leur travail est conforme à ce qu'on attend. Dans cette story, comme on voit tout à droite, il y a des tâches. Donc nous, le product owner va décrire la story de façon fonctionnelle, et après l'équipe de développement va détailler toutes les tâches techniques qui sont à faire pour que ça fonctionne. Et on estime bien sûr cette story, donc plutôt en point d'effort, pour voilà, faire un focus un peu sur plutôt la valeur que le temps passé. Le temps passé. Et donc, mais je laisse la main à Anaïs parce que pour vous détailler un petit peu toutes ces cérémonies qu'on va avoir tout au long de notre sprint. On est parti pour détailler les cérémonies d'un exemple pour 3 semaines, donc d'un sprint qui dure 3 semaines. L'idée, c'est qu'en amont du sprint planning, il y a des tâches qui peuvent être réalisées pendant le sprint précédent dans le product backlog, où le product owner va pouvoir aller planifier la future release, donc commencer à sélectionner les stories qu'il voudrait faire remonter dans les prochains sprints. Il y a une mission de backlog refinement où il va passer en revue les stories avec l'équipe pour affiner l'effort restant à produire sur ces différentes stories, pour voir si tout ce qui est dans le sprint en cours va pouvoir être réalisé. Et ensuite, pour le sprint à venir, il y a le fameux sprint planning où toutes les stories qui sont à réaliser dans le sprint à venir vont être découpées en tâches techniques par l'équipe et estimées en heures. Ça peut durer, le maximum autorisé par Scrum, il me semble que c'est 8 heures, mais c'est énorme. Donc nous, en général, en 2 heures, on a fait le tour du sujet. Mmh. Puis il y a Ensuite, différentes méthodes, on mmh, verra, on évoquera après, voilà, qui permet soit d'aller plus vite, soit de détailler. ensuite, on a une mêlée qui a lieu quotidiennement, qui dure 10 minutes, mais maximum. Et l'objectif de cette mêlée, c'est de faire un petit état des lieux au jour le jour, donc de parler de ce qui a été fait la veille, de ce qui va être fait aujourd'hui,
et si on identifie les points de blocage, de caler des points dédiés pour trouver des solutions à ces blocages. Mais la mêlée, l'objectif, c'est pas de trouver les solutions, c'est d'identifier les blocages pour faire des points en individuel où il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. Ensuite, on a la revue de sprint, qui peut s'appeler aussi démo. C'est en fin de sprint, une réunion où on va faire intervenir le product owner et l'équipe, mais aussi le client et d'éventuels invités. Et c'est là que les développeurs eux-mêmes vont montrer ce qu'ils ont développé, donc ils vont montrer leur incrément et va y avoir un retour, du PO, du client, des invités sur, ce qui a été présenté lors de la démo. Et le dernier rituel, qui est vraiment un rituel très important, c'est la rétrospective qu'on fait en fin de sprint avec le product owner et l'équipe. Et l'objectif, c'est de faire un retour d'expérience, de lister ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et de sélectionner, enfin de proposer des idées sur comment ne pas répéter, ce qui s'est pas bien passé. Donc comment optimiser les pratiques, améliorer l'efficacité, pour les sprints à venir, dans un objectif d'amélioration continue. Je vais faire un petit zoom sur l'extreme quotation. Hop. Ça, c'est une méthode que moi j'aime bien faire sur mes projets. L'idée, c'est de chiffrer au plus juste l'ensemble du périmètre. Donc, comme on l'a dit, c'est un périmètre qui peut varier, mais ça permet d'avoir une idée de la masse de travail. Il y a un article d'ailleurs sur notre blog à ce sujet-là. Et on va vraiment faire de façon physique avec des petites cartes dans les mains, les placer par rapport à leur ordre de complexité. Il y a d'autres méthodes, voilà, vous avez peut-être entendu parler du planning poker où tout le monde a des cartes avec des numéros et on estime un petit peu la carte. Voilà, c'est assez, celle-ci j'aime bien parce que c'est assez physique et on peut voir tous les éléments concrètement sur la table. On arrive à la fin de ce webinaire. En conclusion, avec Anaïs, on a préparé un petit peu les freins et les clés de succès d'un projet agile. Comme frein qu'on peut avoir, assez important, c'est la réticence au changement organisationnel. L'agilité, c'est quand même quelque chose, c'est une façon de travailler et il faut que l'ensemble des parties prenantes soient intégrées à ce fonctionnement-là. Je vais vous donner un exemple où ça peut être un peu, où ça a été un peu difficile dans un projet pour lequel j'ai travaillé. C'était la refonte donc d'un écosystème dans le milieu de la santé avec une administration publique. Et l'administration publique a des process qui sont mis en place pour toute l'administration. Et donc, du coup, on avait des équipes projets qui étaient donc nos interlocuteurs principaux, un product owner de leur côté qui étaient très impliqués et qui avaient vraiment cette volonté de fonctionner en agile pour pouvoir livrer régulièrement des choses aux utilisateurs. Mais à l'inverse, excusez-moi, on avait une direction qui avait besoin de valider sous forme d'échelon. Et donc, il faut vraiment que les validateurs, les donneurs d'ordre, ils soient tous impliqués et tous sur la même longueur d'onde. Ça va un petit peu avec la clé de succès qui est à côté, avec formation et accompagnement des équipes. Il y a dans certains cas l'intérêt, justement dans l'exemple que j'avais dit, d'avoir un coach agile qui permet du coup d'engager tout le monde. Manque de disponibilité du client, ça peut être aussi un frein parce que comme on l'a dit dans les inconvénients un petit peu, c'est qu'il faut une disponibilité constante sur les 9 mois du projet. C'est pas seulement au début ou à la fin où on peut centrer nos efforts. Et le dernier, c'est la culture d'entreprise incompatible. Donc ça va aussi avec mon exemple de tout à l'heure dans l'administration publique. Ce qui ne veut pas dire, attention, administration publique, pas d'agilité. Ce qui veut juste dire, en fonction de vos process internes, il faut justement, pour garantir le succès, c'est les premiers points qu'on a mis sur la droite, l'engagement de la direction et une formation et un accompagnement. Un exemple
où ça a très bien marché parce que la direction était très fortement engagée, c'est toujours mon exemple, avec, les experts comptables ou à l'inverse, c'était vraiment la direction qui avait un fort engagement pour cette méthode-là et qui avait besoin d'apporter des optimisations concrètes, régulières à, leur équipe d'experts comptables et c'est peut-être les équipes d'experts comptables qui, au départ, étaient un peu plus, réservées sur le fait que, bah, voilà, on allait les solliciter régulièrement pour pouvoir, voilà, leur délivrer, de la valeur ajoutée. Il y a aussi donc en clé de facteur succès, communication transparente en continu. Ça on l'a déjà dit, mais c'est la clé. L'objectif, c'est de voir au moment où il y a un blocage, de l'identifier et de pouvoir en discuter. Hem Pareil dans mon exemple, pour, le cabinet d'experts comptables, le blocage, c'était peut-être, voilà, que les équipes n'avaient peut-être pas assez de disponibilité pour répondre à nos attentes et dans ce cas-là, nous, on a pu les aider en mettant en place chez nous une partie, comme disait Anaïs, un proxy product owner, mais qui permettait de décharger une partie du travail de la part des experts comptables pour les accompagner. Et on peut citer 2 derniers autres facteurs clés de succès, c'est l'adaptation progressive, ne pas vouloir tout changer d'un coup. Ça, c'est la clé aussi pour réussir. Si on reprend l'exemple, dans le secteur de la santé, la refonte de l'écosystème digital, c'était une institution publique et peut-être la difficulté, c'est qu'on a voulu tout de suite, avec la volonté du coup, du product owner, chez eux, de tout changer et de vouloir, voilà, demander tout de suite une grande disponibilité de la part de toutes les parties prenantes, alors qu'il y avait des process de validation qui étaient implémentés, qui fonctionnent comme ça dans leur institution. Et donc, il y a peut-être une phase de changement à prévoir et s'adapter progressivement pour faire évoluer les choses. D'ailleurs, on a vu la différence entre le début du projet où nous, on arrivait avec nos démos, avec des acteurs qui n'étaient pas forcément impliqués et la fin où, voilà, il y avait de plus en plus de fonctionnalités qui étaient développées et des personnes qui étaient beaucoup plus habituées au, rythme de l'agilité. Et le dernier, c'est la mesure de la valeur plutôt que du respect du plan initial. Mesure de la valeur, ça veut dire quoi? D'ailleurs, c'est une bonne question. C'est quoi la valeur d'un projet digital? Est-ce que dans certains cas, pour certaines parties prenantes, c'est, de respecter les délais parce qu'il y a des enjeux, de délai. Pour d'autres, ça va être peut-être, la satisfaction utilisateur ou encore, pour notre exemple de e-commerce sur lequel on a travaillé avec Anaïs, le chiffre d'affaires généré. Ça, c'est une vraie question à se poser au début du projet pour après pouvoir le mesurer, hem et estimer, si le projet est réussi, parce que c'est tout aussi une vaste question de qu'est-ce que, la réussite, d'un projet digital. Côté Adimeo, Et nous, on peut vous accompagner, sur, 3 piliers. Donc il y a effectivement toute cette partie gestion de projet avec, le fait, d'avoir, des product owners chez nous ou des scrum masters, pour aider les équipes, coacher les équipes à travailler sous cette méthode agile. Et définir aussi la roadmap digitale parce que parfois, du coup, quand on a un marché ou quand on a un périmètre de fonctionnalité qui peut être, très vaste, on a besoin d'aide pour centraliser sur quelles sont les fonctionnalités qui vont avoir une vraie valeur ajoutée pour mes utilisateurs. On est là aussi pour la réalisation en elle-même de vos projets, avec des équipes UX, UI pour la partie conception, des équipes de développement sur différentes technos, donc en agile ou au forfait d'ailleurs. Et après, pour le maintien de vos applications ou vos sites web sur le long terme, avec nos équipes de maintenance, dédiées. avant de passer aux questions-réponses, je me permets, un petit focus sur les prochains webinaires qu'on va vous présenter.
Le jeudi 27 novembre à 11 heures, on va parler de la maintenance de vos projets digitaux, comment en faire un levier de performance durable. Et dans ce webinar, découvrez comment la TMA peut être un ajout stratégique pour faire évoluer, optimiser et pérenniser vos projets digitaux au-delà de leur mise en ligne. Et le jeudi 11 décembre à 11 heures, on va présenter un webinar sur DeFi plus Drupal, valoriser vos contenus avec l'IA générative. Et dans cet autre webinar, on vous propose de découvrir comment le module open source DeFi permet de tirer parti de l'IA générative pour transformer vos sites Drupal en plateforme plus intelligente, interactive et valorisant pleinement vos contenus. Voilà, et je vois qu'on a 2 questions de Hassan euh, qui demande: est-ce que le fait de vouloir respecter toutes les cérémonies agiles, daily, sprint planning, rétro, etc., ne nous fait pas tomber dans la méthode traditionnelle comme le cycle en V? Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Nelly, mais en cycle en V, on n'a pas du tout les mêmes cérémonies chez nous. Et du coup, les cérémonies qu'on nous vous a présentées, donc le daily, le sprint planning, la rétro, c'est vraiment des cérémonies qui sont spécifiques à la méthodologie agile et qui permettent justement, typiquement avec le sprint planning, de définir qu'est-ce qu'on va développer exactement lors du prochain sprint. Donc ça permet de s'adapter, de mettre à jour les releases qu'on va vouloir développer lors du sprint à venir. La rétro va permettre de discuter de ce qui s'est passé lors du sprint passé et d'adapter nos pratiques pour le sprint suivant. Le daily va permettre de parler de ce qui a été développé la veille, de ce qui va être développé le lendemain. Et en cycle en V, on va plutôt faire un coprojet hebdomadaire avec le client. On va faire des ateliers de conception en tout début de projet. Et une fois que ces ateliers de conception sont finalisés, que la spécification est terminée, on n'aura plus de points comme ça où on va parler fonctionnalité. Donc c'est pas. Et j'ajoute pour compléter la réponse d'Anaïs que il faut savoir que ces rituels-là, on va les répéter beaucoup plus souvent qu'en agile. C'est-à-dire qu'en agile, on va, enfin pardon, en Au cycle en V. ouais, en cycle en V, merci. C'est-à-dire qu'en cycle en V, effectivement, il y a une méthode traditionnelle avec, voilà, ça s'appelle pas des cérémonies, mais des grandes étapes, des grandes phases. Et en méthode agile, l'idée, c'est d'avoir cette répétition pour pouvoir s'adapter semaine après semaine ou mois après mois. Et ça va un petit peu avec la deuxième question qui est du coup désordre. Enfin, l'agilité ne s'apparente-t-elle pas à du désordre organisationnel, car justement, il n'y a pas d'organisation à proprement parler. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait qu'il n'y ait pas d'organisation à proprement parler. Justement, on a cette organisation avec ces cérémonies-là qui permet de rythmer l'évolution du projet et d'avoir des grands moments où on identifie bien quelles fonctionnalités sont à développer, vers quelle direction on doit tendre. C'est un petit peu une fausse idée reçue comme agilité égale pas de documentation. Agilité n'est pas égale à pas d'organisation. C'est au moment de ces cérémonies-là qu'on va pouvoir définir la vision du projet et qu'on va pouvoir avancer. C'est juste que l'organisation, au lieu d'être une organisation sur 9 mois, elle sera une organisation toutes les 3 semaines, répétée autant de fois pour qu'un projet qui dure 9 mois au total. Je parlais de planification adaptative tout à l'heure et effectivement, c'est pas du désordre organisationnel parce qu'il y a un plan, c'est juste que c'est un plan qui est mis à jour de façon régulière pour s'adapter aux contraintes de l'agilité. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Très bien. Et ben, merci pour vos questions, merci pour votre attention et très bonne journée. À bientôt.